Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la tension s'accroît dangereusement en Ukraine. Des troupes russes sont massées à la frontière et la guerre hybride des hackers désorganise l'économie et les services ukrainiens. Depuis 2014, le déclenchement des velléités séparatistes au Donbass, l'Europe et la France se sont engagées en faveur de l'apaisement et du cessez-le-feu avec constance. Le président Hollande et la chancelière Merkel avaient été en première ligne en février 2015 pour négocier l'accord de Minsk II qui avait permis un relatif statu quo malgré des épisodes funestes comme la destruction en vol du Boeing de la Malaysia Airlines ou diverses reprises de combat. Le président américain a appelé hier à resserrer les rangs face aux initiatives de la Russie et plusieurs pays d'Europe orientale, comme la Pologne ou les pays baltes, sont plus que préoccupés par la situation. Pedro Sánchez a affirmé dimanche que l'Espagne était attachée à l'OTAN et à la sécurité de l'Europe et qu'il soutenait la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, avant d'appeler à privilégier la diplomatie et le dialogue pour désamorcer la crise. Le président de la République a tenu à ce que le semestre de la présidence française de l'Union européenne percute la période de campagne présidentielle. Il doit désormais assumer ce rôle et réagir avec force. Les menaces de sanctions économiques ou diplomatiques sont manifestement insuffisantes pour amener le président Poutine à la mesure. Il convient donc d'envoyer des messages clairs sur la détermination de la France et de l'Europe à œuvrer à la désescalade tout en garantissant l'intégrité de l'Ukraine. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, où en sont les discussions avec la Russie, qu'elles soient bilatérales ou dans le format Normandie, qui réunit la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Alain David, vous avez décrit l'escalade de tensions qui a cours en ce moment non loin de l'Ukraine. Et face à cela, je veux vous exposer la stratégie qui est celle de la France, qui est celle de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et qui se déploie selon 3 axes. Déjà, la dissuasion. Et la dissuasion, ça passe par la préparation d'un arsenal de sanctions pour éviter effectivement qu'une incursion militaire soit conduite par la Russie. Et ça signifie faire en sorte que ces sanctions soient très dissuasives, très massive. C'était d'ailleurs à l'ordre du jour des travaux du Conseil des ministres des Affaires étrangères que Jean-Yves Le Drian a présidé hier à Bruxelles et il a pu constater une grande convergence de vues entre les Européens. Cela passe aussi, la dissuasion, par le travail en partenariat très étroit avec l'ensemble des alliés. Hier soir d'ailleurs, vous l'avez vu, un format type Queen Plus s'est tenu, j'y reviendrai un peu plus tard. Le deuxième axe de notre action, c'est celui naturellement du soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, du soutien face à des menaces, vous l'avez évoqué vous-même, hybrides, parfois de nature cyber. Et surtout, le troisième axe, et pas le moindre, c'est le fait de travailler à la réduction des tensions. C'est un travail diplomatique intense. Pierre Vimont, l'envoyé spécial pour la Russie, est à Moscou. Par ailleurs, demain se tiendra justement la réunion des conseillers diplomatiques du format Normandie, car nous devons garder la tête froide et nous devons atteindre des résultats. D'ailleurs, je note que ce format a permis l'abrogation justement par la Rada d'une loi qui était mise en cause. Et donc, nous espérons bien continuer dans ces formats, cette diplomatie voulue par le président de la République, ce chemin de la désescalade, nous allons le poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à laquelle j'associe mes collègues Hervé Saulignac et Michel Victory. Le secteur du tourisme éducatif et social traverse une période de forte turbulence. D'un côté, vous autorisez légalement les voyages scolaires. De l'autre, des services académiques recommandent de reporter les séjours et rappellent aux enseignants que leur responsabilité est engagée en cas de difficultés, notamment de cas Covid. Les départs sont donc de plus en plus hypothétiques. La réalité sur le terrain, c'est que très souvent, peu de temps avant le départ, des voyages sont annulés, alors que les frais ont été engagés et des contrats signés avec les prestataires.
Si nous saluons la philosophie politique de poursuivre ces classes dans la mesure où elles participent à l'éducation populaire et donnent accès à tous les élèves à un moment d'évasion nécessaire, cette situation d'entre-deux n'est plus tenable pour les organisateurs puisque, vous le savez, l'ouverture des aides d'État est conditionnée à l'annulation formelle de ces séjours. 12 millions d'euros d'annulation de séjours rien que sur le mois de janvier dans la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, 100% des séjours en Ardèche. Selon l'UNAT, cela représente 200 000 journées vacances pour 1 200 classes et 30 000 enfants. Il faut donc rapidement définir une stratégie claire. Soit les séjours se poursuivent avec des protocoles sanitaires et assurantiels opérants, soit ils sont interdits et les organisateurs et accueillants bénéficient du soutien économique de l'État. Alors, Monsieur le ministre, il est urgent de mettre fin à l'incertitude dans laquelle sont plongés les enfants, les familles, les enseignants et le secteur du tourisme social et éducatif. Alors, quelle va être votre décision précise? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel. Les problèmes que vous évoquez existent bel et bien et font partie des inconvénients importants que nous subissons du fait de la crise sanitaire. Lorsque je parle à chaque fois de la politique de l'école ouverte, c'est aussi une politique qui nous oblige souvent à nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le fait que les classes soient maintenues ouvertes et que les élèves puissent avoir leur activité scolaire. Il n'est pas illogique que le périscolaire et l'extrascolaire pâtissent davantage que le scolaire des mesures sanitaires, comme le reste de la société d'ailleurs. Ça fait partie des inconvénients que nous subissons. Il n'en demeure pas moins que nous devons évidemment être très attentifs à ce que les sorties scolaires puissent être les plus fréquentes possibles, malgré les difficultés. Et bien sûr, comme vous, je souhaite qu'avec l'allègement des contraintes liées à une baisse du virus dans ces prochains temps, nous puissions aller dans ce sens. Aujourd'hui, les sorties scolaires ne sont pas interdites. Il y a simplement une recommandation à être attentif pour tenir compte des situations locales. Les règles, vous le savez, sont aussi un peu différentes selon les situations. Pour les 12-17 ans, il y a la nécessité d'un pass seulement pour les activités ponctuelles lorsqu'on est dans un endroit où il y a du brassage avec d'autres populations. Alors évidemment, avec les autres ministres concernés, que ce soit la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ou avec Jean-Baptiste Lemoyne pour le tourisme, nous sommes attentifs à la fois à arriver à ce que très prochainement, nous puissions libérer ces activités, d'autant plus que nous sommes dans un contexte où, avec Roselyne Bachelot, nous avons créé la dimension collective du Pass Culture, qui va multiplier les sorties scolaires à partir de la classe de 4e. Et donc, c'est lorsque le contexte va changer que nous pourrons pleinement profiter de cette nouvelle mesure. Et puis, avec Jean-Baptiste Lemoyne, ainsi qu'avec Bruno Le Maire, nous sommes évidemment attentifs au soutien aux structures pour qu'elles ne pâtissent pas trop de cette situation difficile qu'elles ont à traverser. En résumé, Madame la députée, l'objectif, c'est bien de soutenir les structures, c'est bien de revenir à des sorties scolaires normales le plus vite possible. Dès maintenant, nous encourageons, chaque fois que c'est possible, à ce qu'elles soient faites. Et bien entendu, dans quelques semaines, j'espère qu'on retrouvera la situation complètement normale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci pour votre réponse, Monsieur le ministre, mais en fait, elle ne répond pas véritablement à mes questions, puisque je n'ai pas mis en doute votre volonté de poursuivre ces déplacements, sauf qu'aujourd'hui, en fait, ils sont annulés sans une véritable annulation. De ce fait, les organisateurs payent le prix cash, comme si les enfants étaient partis. Donc les collectivités sont pénalisées et les centres de vacances très souvent aussi. Donc quelle est là votre réponse? Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, je voudrais que nous fassions un petit calcul ensemble. Il y a 17 millions de Français qui prennent chaque matin leur véhicule pour aller travailler parce qu'ils n'ont pas de transport en commun. Sur ces 17 millions de Français, la moitié gagne moins de 1 700 € net par mois. Pour ces 17 millions de Français, la hausse moyenne, et je ne parle pas des frais professionnels, mais quand ils vont de leur domicile à leur travail, c'est entre 30 et 50 € par mois du fait de la hausse des prix du carburant. Face à cette situation, qu'est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Vous augmentez de 10% le barème kilométrique. Alors, en cela, nous allons faire un petit calcul ensemble, Monsieur le Premier ministre, vous ne parlez qu'aux Français qui sont imposables. Parce que pour passer aux frais réels, il faut être imposable, Monsieur le Premier ministre. Vous ne parlez absolument pas à toutes celles et tous ceux qui gagnent moins de 1 295 € net par mois. Vous ne parlez qu'aux 2,5 millions de personnes. Aujourd'hui, il y a 2,5 millions de personnes qui sont aux frais réels. Pour les 14,5 millions autres, vous leur dites quoi, Monsieur le Premier ministre? Rien du tout.
Eh bien, nous faisons une proposition très simple. Aujourd'hui, si vous vivez en Île-de-France, la moitié de votre pass Navigo est remboursée. Eh bien, nous vous proposons que pour la moitié de ces 17 millions de Français qui ont moins de 1 700 € net par mois, que vous leur accordiez 50 € par mois, 50 € par mois, le temps de la hausse des prix du carburant, ce qui vous fera l'équivalent d'un budget à peu près de 400 millions d'euros sur un mois et qui sera en partie au tiers compensé par la hausse de TVA qui fait des recettes supplémentaires pour l'État. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Premier ministre ? Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, j'en pense que nous l'avons fait. Dois-je vous rappeler, Madame la Présidente, que la mesure spécifique que j'ai annoncée ce soir, qui vise spécifiquement ceux de nos concitoyens qui roulent beaucoup, s'ajoute à toutes les dispositions que nous avons déjà adoptées pour les Françaises et les Français confrontés à une réelle difficulté. Et je souscris évidemment au diagnostic que vous avez posé. Je le dis devant la représentation nationale et devant toutes celles et ceux qui nous écoutent, l'effort que représente le chèque énergie exceptionnel pour les familles les plus modestes, le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, dont Bruno Le Maire a rappelé tout à l'heure les contours, l'indemnité inflation, la revalorisation de l'indemnité kilométrique que je viens d'annoncer représente un effort collectif, un effort de la nation pour nos concitoyens, et en particulier les plus en difficulté, confrontés à la hausse de toutes les énergies, de plus de 15 milliards d'euros. C'est un effort inédit, responsable, juste, nécessaire. Permettez-moi, Madame la Présidente, de prolonger pour mettre un peu en perspective. Oui, nous sommes, je l'ai dit, confrontés à une hausse des prix de l'énergie tout à fait exceptionnelle. Il faut y faire face. Mais je rappelle que grâce à la politique économique que conduit la France, l'inflation, puisque ça porte son nom, auquel sont confrontés nos concitoyens, s'est élevée en tendance actuelle, chiffre de décembre 2021, à plus 2,2%. C'est beaucoup, supérieur en tout cas à ce que nous avons connu pendant les années passées. Je vous rappelle qu'en Allemagne, c'est plus 6%, en Espagne, plus 5,5%. Le pouvoir d'achat qui en résulte, chiffre officiel, Eurostat, INSEE, on a maintenant les chiffres de 2021. France, plus 2,2%, RFA, moins 0,4%. Ceci est dû à quoi ? Comment allons-nous payer ces sommes ? Grâce à la vigueur de la croissance économique française. La première, Madame la Présidente de la zone euro, nous avons, et c'est une bonne réponse pour le voir ça, sans doute la meilleure, créé plus de 575 000 emplois l'année dernière en France. C'est tout à fait considérable. Et je termine en vous rappelant à toutes ici sur ces bancs que nous sommes en réalité dans la continuité et dans la cohérence, car sous ce quinquennat, grâce aux mesures qui ont été adoptées, le pouvoir d'achat de nos concitoyens aura augmenté 2 fois plus vite en moyenne que pendant les 10 années précédentes. Tout le monde sait la baisse de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5 milliards, la revalorisation de la prime d'activité, la revalorisation des petites retraites, notamment les retraites agricoles. Tout ça, ce sont des faits concrets qui montrent la continuité et la cohérence de l'action gouvernementale. Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous oubliez 80% des Français qui utilisent leur voiture tous les matins pour aller travailler. Je prends l'exemple d'une mère avec 3 enfants qui gagne 2 040 € par mois. Elle n'a pas eu le chèque de 100 €. Elle n'aura pas non plus les compensations via les frais kilométriques, tout simplement parce qu'elle n'est pas imposable. Vous voyez, Monsieur le Premier ministre, vous oubliez beaucoup de monde. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mais j'ai bien noté son absence parmi nous cet après-midi. Donc, Madame la secrétaire d'État, je m'interroge sur la perception que vous avez de l'état de l'école dans le contexte de crise sanitaire qui impacte considérablement son fonctionnement depuis 2 ans. Même si
le ministre de l'Éducation nationale défend ardemment ces réformes, son échec à la tête du ministère est patent. La réforme du lycée est ratée. Son objectif était de casser l'effet filière, mais elle a accru les inégalités sociales et territoriales. Au collège, la diminution constante des postes pour privilégier les heures supplémentaires a abouti à un manque d'effectifs considérable et des remplacements non assurés, en particulier dans la période de crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans. Quant à l'école élémentaire, la grande réforme du quinquennat, le dédoublement des classes de CP et de CE1 en zone prioritaire donne des résultats classés dans le bas de la fourchette par les chercheurs. Cette réforme étant très consommatrice de postes, vous avez ponctionné les moyens sur un dispositif qui s'appelle « Plus de maîtres que de classe », qui donnait pourtant entière satisfaction aux enseignants. Aujourd'hui, bien que les textes prévoient toujours une semaine scolaire de 9 demi-journées, la quasi-totalité des écoles de ce pays fonctionnent par dérogation sur 4 journées, un rythme dont on connaît la nocivité pour les enfants, mais qui satisfait nombre de lobbies périphériques à l'école. Enfin, rien n'a été fait pour revaloriser sérieusement les carrières et les formations des enseignants. Aujourd'hui, le métier n'est plus attractif et nous courons à la catastrophe pour les recrutements. Quant à la gestion de la crise sanitaire depuis 2 ans, elle est jugée erratique, irréaliste et inopérante par les enseignants qui vous crient tous les jours leur souffrance. Madame la secrétaire d'État, comment le gouvernement pense-t-il agir pour rétablir la confiance dans et autour de l'institution scolaire? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire, Madame Nathalie Elimas. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Magnier, vous m'interrogez sur ma perception, mais je voudrais vous retourner la question. Je pense qu'elle est biaisée, Monsieur le sénateur. Vous savez, le budget de l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. Le président de la République, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, un secrétariat d'État dédié à l'éducation prioritaire a spécifiquement été créé. Et puis, dans le premier degré, monsieur le sénateur, en effet, la priorité est donnée aux savoirs fondamentaux. Et vraiment, je m'étonne quand je vous entends dire que finalement, nos élèves n'auraient pas progressé, notamment grâce au dédoublement des classes de CP, de CE1 en éducation prioritaire. Je rappelle que nous sommes également en train de dédoubler les classes de grande section. Et quand j'observe le résultat des premières cohortes, ces premières cohortes qui sont aujourd'hui en classe de CM1 et CM2, eh bien non, monsieur le sénateur, les résultats sont plutôt encourageants. Quant à la réforme du baccalauréat, la réforme de la voie pro et la réforme du baccalauréat, vous pouvez contester, monsieur le sénateur, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter les lycéens. Et les lycéens se sont emparés de ces réformes et ils la saluent. Enfin, vous avez pointé, monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé sur nos professeurs, l'attrait du métier et la revalorisation. Je vous rappelle qu'il y a eu un Grenelle de l'éducation à l'occasion duquel nous avons revalorisé tous nos personnels, professeurs et autres. Enfin, je voudrais vous parler de l'école inclusive, puisque bien sûr, nous avons accueilli plus de 400 000 élèves dans nos écoles. Et je m'adresse notamment ici à Sophie Cluzel. Et je voudrais vous répondre également sur les accompagnants, ces AESH, puisque voilà, vous avez pointé un certain nombre de dysfonctionnements. Je veux juste vous rappeler que pour les AESH, nous les avons dotés d'un statut et de revalorisation, là où sous le précédent quinquennat, ils étaient recrutés sous contrat aidé. Je vous remercie. Monsieur Magnier, vous avez quelques secondes. Oui, simplement, Monsieur le Président, puisque nous sommes encore en période de vœux et d'engagement électoraux, moi, je souhaite pour le prochain quinquennat des moyens pour les... Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le constat est amer. Jamais les tensions entre la communauté enseignante et leur ministre n'ont été aussi fortes. Cette défiance est le pire ennemi de l'efficacité des politiques publiques. Madame la Ministre, on vous a entendu sur la soi-disant dérive islamo-gauchiste dans les universités, mais bizarrement, on ne vous a pas entendu sur le manque de moyens de celle-ci. Le président de la République, lui, aurait trouvé une solution merveilleuse, faire payer les étudiants. Il me paraît insensé de penser qu'on va augmenter les moyens et le niveau des universités en faisant payer les étudiants. Outre les moyens, le problème est en réalité celui de l'orientation. L'inégalité d'accès à l'information sur les filières conduit à un taux d'échec record, notamment lors de la première année de licence. Comment est-il possible de faire peser la réussite des élèves uniquement sur le financement de l'université sans rompre le principe d'égalité? C'est une erreur de penser que la gratuité est le problème. Le principal problème est celui de l'orientation qui est intimement lié à un manque d'information et à votre plateforme Parcoursup qui en est la preuve. C'est aussi pour cela que l'on retrouve toujours plus d'étudiants en première année de licence. Madame la ministre, ma question est assez simple. Que comptez-vous faire pour l'orientation, pour que l'université soit un vrai choix de carrière adaptée aux envies et aux compétences de chacun? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre
de l'enseignement supérieur, de la recherche, l'innovation. Madame Frédérique Vidal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rémi Cardon. Vous parlez d'un échec record dans la réussite du passage entre la première et la deuxième année de licence. Oui, je vous le confirme, en 2017, nous avions atteint le record d'échecs. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, mais je suis sûre que vous l'aurez remarqué, que nous avons augmenté de 10 points le taux de réussite de passage entre la première et la deuxième année de licence. Monsieur le sénateur, vous dites que ce qui est important, c'est d'être capable de mieux financer l'université. C'est la loi orientation et réussite. Il me semble qu'elle n'a pas été votée par cette partie du Sénat. C'est plus 1 milliard d'euros exclusivement pour le premier cycle. C'est la loi pour la recherche, plus 25 milliards d'euros. Alors, vous m'avez reproché le fait que ce soit trop peu. Eh bien, moi, je pense que c'est déjà ça. Et je vous assure que sur le terrain, les gens commencent à voir la différence. Vous continuez à prétendre, alors que j'ai déjà répondu à cette question, que le président de la République s'est exprimé à nouveau, que la solution serait d'augmenter les droits d'inscription. Monsieur le sénateur, je vous rappelle que depuis 3 ans, nous les avons gelés, ce qui n'avait jamais été fait sous les gouvernements précédents. Je vous rappelle que depuis 3 ans, nous avons gelé les loyers des Crous, nous avons gelé les tickets rue. Là encore, je crois, monsieur le sénateur, qu'entre les fantasmes que vous essayez de soulever envers notre jeunesse, qui, croyez-moi, a juste besoin de sentir que nous sommes tous à ses côtés pour l'aider à réussir, pour l'aider à acquérir des compétences, pour l'aider in fine à avoir un métier. Je crois que nous avons tous besoin de dire à notre jeunesse que nous avons confiance en elle pour préparer l'avenir. C'est ce que ce gouvernement a fait et a financé comme jamais depuis 5 ans. Monsieur Cardon. Un chiffre, je vais vous en donner aussi un. Un jeune sur 6 a arrêté ses études. Voilà le bilan de votre quinquennat et de votre mandature. Un jeune sur 6. Et va s'ajouter à ça, puisque vous voulez parler de chiffres, puisque la semaine dernière, vous avez menti devant les députés. Article de Mediapart qui date d'hier. Ah oui, fait quand même. La semaine dernière, vous avez menti. Alors peut-être que vous ne connaissez pas bien votre bilan, ou alors tout simplement, c'est la méconnaissance ou l'incompétence, j'en sais rien. En tout cas, vous avez dit que 100% des logements du Crous ont été rénovés. Et en réalité, bizarrement, c'est le Crous lui-même qui dit que ce n'est pas 100% des logements, qu'il y en a en partie qui sont en cours. Donc à la fin du quinquennat, c'était votre objectif. Pour le coup, vous êtes encore à côté de la plaque. Donc même si le Crous vous contredit, c'est quand même gênant. Hein. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le mois dernier, le taux d'inflation dans la zone euro s'est élevé à 5% sur un an. Et ce n'est qu'un début. Sans être statisticien, les Français constatent chaque jour, impuissants, la hausse des prix de nombreux produits de première nécessité. Le pain, le café, les pâtes, le sucre, les fruits et légumes, les prix explosent, en particulier ceux de l'énergie et du carburant, lequel a augmenté de 25% en un an. Cette flambée des prix impacte particulièrement les Français aux revenus modestes, les plus fragiles, nos territoires ruraux aussi, tous nos concitoyens contraints d'utiliser leur véhicule pour se déplacer, pour aller travailler. Pour répondre à la situation, le Premier ministre vient d'annoncer le relèvement de 10% du barème de l'indemnité kilométrique. Un pansement sur une jambe de bois. Cette proposition favorisera probablement moins de 5% des foyers français et certainement parmi les plus aisés. Alors, monsieur le ministre, les salaires stagnent, les retraites sont péniblement revalorisées de 1,1%, les prix flambent, le pouvoir d'achat des Français est en berne. Que répondez-vous à tous ceux et toutes celles qui doivent chaque jour choisir entre manger, se chauffer ou bien faire le plein pour aller travailler ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'industrie, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Ferré. Je veux d'abord excuser Bruno Le Maire et Olivier Dussopt qui sont actuellement en audition à l'Assemblée nationale et qui ne peuvent donc être présents sur ces bancs au regard des 3 questions auxquelles j'ai répondu depuis le début de la séance. La première façon d'améliorer le pouvoir d'achat, et c'est la politique que nous avons mis en œuvre depuis 2017, Madame la sénatrice, c'est de faire en sorte que plus de Français trouvent un emploi
et c'est de faire en sorte que ces emplois rémunèrent mieux ces Français. Et c'est très exactement ce que nous avons fait en créant 1 million d'emplois sur ces 4 dernières années. 1 million d'emplois, en faisant en sorte que le taux de chômage soit au plus bas depuis 10 ans, alors même que nous venons de traverser la crise la plus importante de ce siècle. En faisant en sorte également que ce travail paye mieux, c'est ce gouvernement qui a fait, avec la prime d'activité, fait en sorte qu'un travailleur payé au SMIC qui reçoit de son entreprise à peu près 1 270 € puisse être proche de 1 500 € en rémunération nette. Et c'est également la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est également toutes les mesures que nous avons prises pour accompagner les personnes aux minima sociaux, avec l'augmentation sans précédent de l'allocation adulte handicapé. Et je salue l'action de Sophie Cluzel sur ces bancs. Donc toutes ces actions, elles ont payé. Vous mentionnez, et vous avez parfaitement raison, l'augmentation du coût de la vie. Et là aussi, nous avons agi. Nous n'avons pas tardé pour agir, mais nous l'avons fait de manière ciblée. Nous avons fait en sorte précisément, avec le chèque énergie qu'a mentionné Emmanuel Wargon, de couvrir, et le chèque inflation, de couvrir l'augmentation du coût de l'énergie, l'augmentation du coût de carburant. Nous venons d'annoncer mardi dernier, le Premier ministre l'a fait, pour les travailleurs, le fait de bénéficier d'une augmentation du barème fiscal kilométrique. Tout ça, ce sont des mesures très concrètes et elles se traduisent dans l'augmentation du pouvoir d'achat en 2020 de 2,2% pour les Français. Mais comparé en moyenne internationale dans un contexte de crise massive, où d'autres pays ont eu à faire une vraie baisse du pouvoir d'achat. Donc nous allons continuer, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de la caricature que vous portez. Madame Ferré. Madame la ministre, j'entends votre réponse, mais moi je veux des réponses concrètes. Et nous, depuis des semaines, nous socialistes, nous proposons une baisse de la TVA à 5,5 sur les carburants pour soulager les Français, quitte à le faire de façon temporaire, car à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. L'urgence aujourd'hui, elle est d'accompagner la sortie de crise des ménages, de tous ceux qui sont pris à la gorge par les hausses des prix. L'urgence aujourd'hui, c'est d'augmenter significativement les bas salaires et en particulier le SMIC. Alors ça ne peut pas être le quoi qu'il en coûte d'un côté et de l'autre des miettes, voire même rien pour tous les Français qui voient leur pouvoir d'achat diminuer au fil des mois.